Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous retrouvez sur RT France. 5 mois après le début du mouvement, les manifestants restent déterminés à faire plier le gouvernement après la fin du grand débat national, alors qu'Emmanuel Macron doit présenter ses mesures pour répondre à la crise ce jeudi. Ils étaient près de 30 000 manifestants en France, dont 9 000 à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur. Le syndicat France Police, policiers en colère, évoque pour sa part la présence de 90 000 manifestants. Selon le nombre jaune, ils étaient plus de 100 000 gilets jaunes ce samedi. À Paris, des échauffourées ont éclaté place de la République. Une enseigne de sport a été pillée, sa vitrine brisée. Une manifestation parisienne marquée, je le rappelle, par la présence de Black Blocs. 227 personnes ont été interpellées, dont au moins 178 gardées à vue, selon la préfecture de police. Et de cet acte 23, on en parle avec nos invités, George Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Martial Siola, président du mouvement Notre France. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors d'abord, première question, que vous inspirent ces images de violence que l'on voit quasiment chaque samedi depuis le 17 novembre ? C'est la conséquence, malheureusement, de la non-réponse à l'attente sociale qui était soulevée par le mouvement des Gilets jaunes. Une demande de justice sociale, de justice fiscale, à laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Et a priori, il n'y répondra pas, puisqu'il l'a annoncé en ces termes-là dans sa lettre aux Français avant le grand débat national. Et donc, il y a une volonté irréductible de certains de vouloir cette justice sociale et fiscale. Et voilà, le gouvernement ne répond pas. Donc il y a des provocations. Et puis, là-dessus s'ajoutent des Black Blocs et des éléments provocateurs. Mais ce n'est pas le cœur du mouvement des Gilets jaunes, ni de la révolte. Alors, Martial Siola, d'après ce qui a filtré dans la presse, Emmanuel Macron devrait annoncer jeudi prochain une baisse de l'impôt sur le revenu, un référendum d'initiative citoyenne au niveau local, une augmentation de la durée du travail et notamment également la suppression de l'ENA. Est-ce que ces mesures-là pourraient régler cette crise des Gilets jaunes ? Non, absolument pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français n'attendent pas des mesurettes qui, de toute manière, ne satisferaient pas l'intégralité des personnes que l'on trouve dans la rue aujourd'hui. Je pense que les Français, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est d'être compris. Et qu'on leur désigne un véritable projet. Pour pouvoir les comprendre, je pense qu'il faut élever le débat et se livrer à une analyse sérieuse, une analyse non partisane sur le projet de société que veulent nos compatriotes aujourd'hui. Alors, ce que les Gilets jaunes répètent depuis le 17 novembre, c'est un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, et une augmentation de leur pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'arrive pas à répondre par la positive à ces revendications-là ? Pourquoi pas un référendum d'initiative citoyenne ? Il faut inviter Emmanuel Macron, alors. Je ne peux pas répondre à sa place pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, mais parce qu'il ne veut pas. Parce qu'on a en place une élite politique qui, depuis 30 ans, retire de la démocratie au peuple et littéralement lui prend l'argent dans les poches. Il est le produit parfait de la droite de gouvernement et de la gauche de gouvernement, des Républicains et du Parti Socialiste. Je parle d'Emmanuel Macron. Ceux-là même qui ont refusé, qui ont rejeté le référendum contre lequel le peuple avait voté en 2005, contre le traité constitutionnel européen. Depuis, le peuple demande plus de démocratie. Or, comme il a été trahi, le RIC, mais évidemment, on ne va pas lui donner, puisque le RIC aurait pour conséquence immédiatement de remettre en cause toutes les politiques néolibérales imposées par l'Union européenne et par Macron. Martial Siola, cette crise des Gilets jaunes, elle va clairement entacher le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Clairement, c'est le cas. C'est déjà trop tard. Aujourd'hui, les Français, je pense, ont quitté le domaine de la revendication pour celui de la contestation. Ils contestent la légitimité du quinquennat d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, mais plus grave, ils contestent la légitimité de nos institutions.
La crise a complètement dépassé le cadre d'Emmanuel Macron. Effectivement, et je rejoins M. Kuzmanovic, les Français, depuis 40 ans, on les fait souffrir en leur vendant un avenir meilleur grâce à la mondialisation, etc. 40 ans plus tard, ils ont du mal à vivre, même à survivre, et leur travail ne leur permet plus de vivre dignement. Alors, c'est pas forcément la faute que d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, est la quintessence de ce système. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, mon ami Henri Guénaud a écrit un livre, « Ils veulent tuer l'Occident », où il se livre justement à cette analyse. Et il remonte à la genèse de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que sortir des mesures, le RIC, augmenter le pouvoir d'achat, on ne sait pas trop comment. En fait, est-ce qu'on va s'endetter, est-ce qu'on va diminuer les impôts de certains, augmenter ceux des autres? Tout ça n'est pas sérieux du tout, mais il arrive. C'est la quintessence, et je pense que c'est la fin de la route de ce fameux cercle de la raison qui nous dirige depuis maintenant 40 ans et qui a mis à mal toutes les sociétés françaises, mais aussi occidentales, puisqu'on le revoit, on peut voir ça aux États-Unis, on peut voir ça au Brésil, enfin dans tous les pays occidentaux. Georgi Kuzmanovic, est-ce qu'après ce 23e samedi de mobilisation marqué par une nouvelle fois des heurts et des dégradations, on peut s'attendre à ce qu'Emmanuel Macron rectifie le tir, corrige sa copie, ajoute peut-être des mesures par-ci, par-là? On sait que depuis le début, il est contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Est-ce qu'on sait, on nous le dit, on nous le répète, ça ne rapporte pas tant d'argent que ça? On parle de 5 milliards d'euros, c'est quand même un petit peu d'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas, ne serait que pour la symbolique, le rétablir? Mais bien évidemment qu'il faut le rétablir. 5 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et puis, par contre, quand M. Macron veut supprimer 5 euros d'allocation de logement, qui pour le coup ne représente pas grand-chose, il le prend en plus pauvre pour le donner aux plus riches, en supprimant l'ISF, en faisant une flat tax. Et il faut quand même rappeler, peut-être les gens ne le savent pas, mais il faut le rappeler à Macron, il y a 3 fois plus de milliardaires qu'il y a 10 ans en France, il y en a une centaine. Monsieur Arnault, rien que l'année dernière, a augmenté sa fortune de 52%. On a plus 259 000 millionnaires cette année en France, pour un pays où, soi-disant, on n'aime pas les riches, parce que c'est l'argumentaire de monsieur Macron. C'est pour ça qu'il leur offre des nouvelles possibilités de défiscalisation, pas de fraude fiscale, mais comme on dit, mais d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale. Et le résultat, c'est que les riches sont effectivement beaucoup plus riches. On est le 2e pays en progression des multimillionnaires, juste derrière les États-Unis, le 2e dans le monde. Et pour les Français les plus simples, les conditions de vie se détériorent. Donc c'est légitime qu'il y ait cette demande, et ça serait normal, mais il ne peut pas le faire. C'est pas son logiciel, il ne vient pas de là. Ça a été dit par monsieur, c'est la quintessence. Il était quand même dans le gouvernement François Hollande, il vient de la banque Rothschild, il travaillait pour les intérêts de Bank of America et de Bouygues. Donc c'est le président des riches, quoi qu'on en dise. C'est le président des riches, point. Il l'a prouvé déjà de multiples reprises. De nombreux gilets jaunes manifestent depuis le 17 novembre pour une augmentation de leur pouvoir d'achat. On l'a dit, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, d'autres parce qu'ils n'arrivent plus à se loger, parce qu'ils n'arrivent plus à se nourrir correctement. Quand on voit qu'on a réussi à débloquer près d'1 milliard d'euros pour Notre-Dame, et c'est très bien, on se dit que finalement, on dit qu'en France, on n'a pas d'argent, mais on en a quand même un petit peu en France. Je pense qu'il faut peut-être changer le logiciel avec lequel on réfléchit. Notre société est tellement malade que n'importe quel acte positif est transformé dans l'instant en élément négatif. L'incendie de Notre-Dame est une catastrophe pour notre nation, une catastrophe pour le monde entier. Moi, je préférerais qu'on réfléchisse non pas sur comment on peut aller récupérer plus d'argent à telle personne qui a su en gagner, à opposer les Français, les riches contre les pauvres, les actifs contre les inactifs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le logiciel devrait réfléchir à comment on crée de la richesse. Comment aujourd'hui en France, on pourra permettre aux Français de vivre dignement de leur travail. Pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail, il faut créer de l'emploi. Et c'est sur ce sujet-là que j'aimerais que nous réfléchissions tous ensemble.
non pas à jalouser ou à critiquer que tel a donné 200 millions, l'autre en a donné 10 millions, puis s'il les avait pas donnés, on aurait dit ils sont riches à millions et ils les donnent pas. Donc de toute manière, là, on ne fait que creuser le négatif, et ce n'est pas de cette manière-là qu'on ressortira la France de l'abîme dans lequel elle est en train de se précipiter. Essayons de créer de la richesse et de donner de l'emploi aux Français. Ah ouais, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a énormément d'argent qui a été pris par les riches aux plus pauvres. C'est les travaux de Piketty qui ont été jusqu'aux États-Unis. C'est 10% du capital qui a été pris sur le travail. Si vous prenez de l'argent aux citoyens simples, c'est de l'argent qui ne dépense pas dans l'économie réelle, immédiate. Tout cet argent qui aurait dû revenir aux salariés, c'est de carnet de commande pour les petits entrepreneurs, pour les moyennes entreprises. Et ça, c'est retiré. Je suis désolé. Quelqu'un qui donne, c'est très sympathique de donner 100 millions pour reconstruire Notre-Dame de Paris, mais quelqu'un qui a fait 2,5 milliards de fraude fiscale. Vous parlez de Kérine, de la famille Pinault. C'est sympa, mais c'est comme si vous fraudiez 5 000 € par mois et que vous donniez 40 €. Bon. Oui, mais pardon. Et moi, je vois que les Français qui n'ont pas beaucoup de moyens, ceux qui ont donné 1 € ou 100 €, on arrive à 20 millions. Et on voit le décalage. 1 milliard, c'est donné par ceux-là qui surprofitent du système. Bon, tant mieux, c'est bien qu'ils donnent pour Notre-Dame de Paris, mais normalement, ça devrait être l'État qui s'occupe de Notre-Dame de Paris et de tout le patrimoine de France. Monsieur Kuzmanovic, vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit qu'on doit prendre aux plus pauvres pour donner aux plus riches. J'ai dit... C'est ce qui se passe, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Pardonnez-moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous devons consacrer nos efforts pour recréer de l'emploi en France, et cet emploi devra permettre aux Français de vivre dignement et arrêter de se préoccuper de ce que gagne son voisin ou d'arriver à le jalouser. Parce que là, on parle de monsieur... Alors, il faut arrêter les libre-échange. Ça, c'est d'autres sujets. Et revenir sur la mondialisation. Et ça, ce sont de vrais sujets. Monsieur Kuzmanovic, est-ce que là, vous restez sur notre plateau, on l'a dit, manifestation à Paris, mais aussi suivi en région, des milliers de manifestants à Toulouse et à Marseille, plusieurs centaines à Lille, Rouen ou encore à Lyon. Regardez. Tous les pas ! Tous les pas ! Et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, George Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Martial Siola, président du mouvement Notre-Dame. On l'a vu sur ces images en province, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, manifestation dans le calme, donc c'est la preuve que c'est possible. Mais oui. Mais j'ai fait quasi... Aujourd'hui, j'ai pas pu y aller parce que j'ai une troisième petite fille qui arrive et c'est imminent, donc il fallait s'occuper d'un tas de trucs. Voilà. Mais j'ai fait quasiment tous les actes. La plupart du temps, les gens sont pacifiques. Mais qu'est-ce qui fait que des fois c'est dans le calme et que des fois pas du tout ? Mais alors, vous avez toute une première partie des actes où il y a eu des ordres donnés par le gouvernement pour provoquer. Il y a un nombre de LBD qui ont été tirés, de gaz lacrymogène. Enfin, faut quand même rappeler qu'il y a 8000 arrestations, quasiment 2000 comparaisons immédiates, des centaines de gens mis en prison, mais pas des black blocs, des gens qui n'avaient même pas distribué un tract dans leur vie, ni à gauche ni à droite, se retrouver en comparation immédiate en prison. C'est 1 millier de blessés, Imaginez que ce soit arrivé, je sais pas, au Venezuela, en Russie, avec 100 graves, avec des dégâts, certains des dégâts cérébraux, des yeux perdus, des mains perdues. Oui, c'est des provocations. Et il y a aussi en profitent aussi de l'autre côté, certains comme les Black Blocs, qui, avant qu'il y ait les Gilets jaunes, c'était le 1er mai 2018, où on profitait du 1er mai pour foutre la pagaille et annuler la manifestation. Qui sont ces Black Blocs ? On dit d'eux que ce sont des militants d'extrême gauche, George Kuzmanovic ?
Je connais assez mal. Ce sont des militants anarchistes, des autonomes. Ils ne sont pas particulièrement organisés, structurés. C'est plutôt des petites unités qui se retrouvent dans ces moments-là. Mais ce sont des gens ils causent bien des problèmes aux forces de l'ordre, en tout cas. Mais ils causent des problèmes surtout à ceux qui manifestent, parce que ce sont des gens qui ont une capacité. Vous avez déjà entendu une manifestation de Black Bloc autonome ? Jamais. Ils se mettent sur le dos, ils vivent sur le dos des manifestants légitimes, que ce soit des syndicalistes ou des gilets jaunes, et ils font leurs affaires. Alors Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, avait été démis de ses fonctions à la suite de l'acte 18, le 16 mars, une journée, on se le rappelle, marquée par des violences, de fortes dégradations. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de se dire aujourd'hui, quand on voit ces images de violence aujourd'hui, qu'on ne s'est pas trompé de responsable ? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les violences, est-ce qu'elles émanent des forces de l'ordre ? Peut-être il y a de la provocation. Moi je suis absolument pas complotiste et je n'ai pas les informations pour y répondre. En revanche, le responsable, que ce soit ce préfet ou le précédent, n'est quand même pas, ils ne sont pas responsables de la banalisation de la violence. Parce que c'est vrai qu'il y a des black blocs, d'accord, qui sont là et qui sèment la panique, la violence dans toutes les manifestations, et c'est vrai, ça ne date pas du mouvement des Gilets jaunes. En revanche, je tiens à tirer la sonnette d'alarme quand on entend des manifestants qui, eux, ne sont pas des black blocs, et qui exhortent les policiers à se suicider. Je rappelle que les policiers sont des êtres humains et qu'ils ont une famille, d'accord ? Premier sujet. 28 suicides depuis le début de l'année. 28 suicides. Et là, on ne peut pas dire que les forces de l'ordre, financièrement, sont des privilégiés. Ils ont des salaires qui sont au minimum quand ils mettent en péril leur vie pour défendre notre sécurité. Parce qu'on parle de la police quand ils tapent sur des manifestants, mais on est quand même... il ne faut pas oublier que parfois, ils sauvent aussi nos vies, et même bien souvent. Premier sujet. Deuxième sujet, ce ne sont pas les Black Blocs qui posaient, lors des événements que vous nommiez tout à l'heure, devant le Fouquet's, d'accord, avec des trophées pris dans ce restaurant. Et moi, ce qui me terrifie là-dedans, c'est que des personnes parfaitement paisibles, d'accord, du fait de la violence qu'ils vivent au quotidien, de cette colère légitime, arrivent eux-mêmes à banaliser la violence. Et tout devient gratuit. Et on dit, finalement, c'est normal. Pour nous faire entendre, il faut casser, il faut mettre le feu, il faut casser du flic. Et ça, c'est pas normal. Et notre monde est aujourd'hui au bord du gouffre. Vous restez encore une fois, au début des actes, les Gilets jaunes disaient les policiers avec nous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils les appellent encore aujourd'hui. Et beaucoup appellent encore aujourd'hui. Vous restez sur notre plateau, on va prendre la direction de la place de la République, là où se trouve notre reporter Kirill Kotikov. Kirill Kotikov, bonsoir. Quel bilan vous faites de cette 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris ? Eh bien, comme bilan, on peut dire qu'on a vécu une journée assez tendue sur la place de la République. La manifestation a commencé dès le début de l'après-midi dans une ambiance assez tendue. Elle est passée du côté de l'église Saint-Ambroise et puis en arrivant sur la place de la République, les forces de l'ordre ont dû intervenir à de nombreuses reprises, notamment sur du feu de mobilier urbain. Il y a eu un transformateur électrique qui a été incendié et qui a explosé un petit peu. Donc plusieurs fois, les pompiers ont dû intervenir. Et puis il y a eu beaucoup de charges policières, parfois très violentes. Les policiers qui, dans la cohue, parfois ne contrôlent plus vraiment, ne savent plus vraiment s'ils s'attaquent à des journalistes ou à des gilets jaunes. Donc j'ai vu malheureusement plusieurs journalistes pris à partie par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui eux aussi sont visés de façon très violente par certains groupes de manifestants. Donc voilà, c'était assez compliqué sur la place de la République. En tout cas, comme vous pouvez le voir derrière moi maintenant, tout est revenu au calme. La place a été réouverte à la circulation. Il y a même des jeunes qui se sont remis à faire du skate. Donc voilà, une journée tendue mais qui s'est finalement terminée dans le calme. Kirill Kotikov, merci pour cette précision. Je rappelle que vous êtes en direct de la place de la République à Paris. Avec nous, toujours sur notre plateau, George Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Martial Siola, président du mouvement Notre France. On va revenir tous les trois sur les propos du député LREM, Jacques-Marie Lossian, qui a insulté ce matin Jérôme Rodriguez de débile profond après ses propos sur le malheureux incendie de Notre-Dame. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de propos alors que dans une situation sociale aussi tendue ? Absolument pas.
notamment d'un élu de la République, qui est là pour porter et défendre la voix des personnes qui l'ont élu. Mais tout ça participe au drame que vit notre nation. C'est la politique par le petit bout de la lorgnette. C'est effarant tout ce qu'on voit. Des hommes politiques qui finalement n'assurent plus leur mission, ce pourquoi ils ont été élus. Et comment voulez-vous, après, que des manifestants, des Français qui souffrent, qui se font traiter de débiles, même si la remarque n'était pas intelligente, mais c'est certainement pas un homme politique de prononcer de tels propos qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. George Kuzmanovic, vous êtes du même avis? Oui, je suis du même avis, il n'y a rien à rajouter. Enfin, et c'est assez caractéristique d'un groupe politique qui a du mal à répondre aux problèmes concrets des Français sur les questions de justice sociale et fiscale. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à répondre sur ces questions-là? C'est quoi? C'est un manque d'expérience ou c'est une volonté claire de tenir une ligne politique? Certains ont un manque d'expérience, mais c'est une volonté politique et idéologique. On est toujours en démocratie représentative. On a l'air de l'oublier. Les gens sont élus parce qu'ils représentent des intérêts particuliers. Ce n'est pas la même chose d'avoir un élu qui est proche des catégories populaires ou un élu qui est proche des banques. Là, c'est ceux qui sont élus très faiblement, avec une très faible partie de la population, donc légalement mais très peu légitimement, représentent les intérêts des plus riches. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle le président des riches. Donc ils réagissent de cette manière. De la même manière qu'à une époque, Marie-Antoinette aurait dit, même si elle l'a pas dit, donner de la brioche s'il n'y a pas de pain. Mais c'est un peu le même état d'esprit, en fait. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise des gilets jaunes? Ça fait 5 mois que ça dure. On a l'impression d'être dans l'impasse. Emmanuel Macron a organisé un grand débat national, un débat avec lequel il n'a pas beaucoup débattu avec les Gilets jaunes. Non. Les Gilets jaunes, de leur côté, ont manifesté tous les samedis. On est vraiment dans l'impasse. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette crise, George Kuzmanovic? La balle dans le camp du gouvernement. Savez, vous, comment, vous auriez fait comment, alors si vous mais déjà, j'aurais pas mis le pays dans cette crise-là. Je me serais intéressé aux problèmes des citoyens. Et c'est bien, encore une fois, c'est là qu'est le souci. Emmanuel Macron et son gouvernement refusent de répondre par idéologie aux problèmes lourds que connaissent toute une série de Français depuis plus de 30 ans sur les questions de justice sociale, de problèmes d'identité, de vie en commun, de quel sera l'avenir pour eux-mêmes, ne parlant pas pour leurs enfants. C'est ça dont il faut s'occuper. Et comme les racines du mal sont profondes, de toute façon, ça ressortira. Donc à un moment, il faudra que quelqu'un le traite. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Martial Ciola, comment est-ce qu'on sort de cette crise des Gilets jaunes? Les élections européennes, ça peut être une option? Absolument pas. Absolument pas. D'abord, ce grand débat, pardonnez-moi l'expression, mais pour moi, a été une gigantesque tartufferie. Dès lors qu'on enferme les Français, qu'on interroge dans une série de questions, vous savez, c'est un petit peu comme dans un système de vente. Vous êtes dans un entonnoir, et à la fin, normalement, puisqu'il a bien calculé son coût, notre cher président, le résultat devrait conforter son programme. Or, aujourd'hui, comme je vous le disais, le sujet, ce n'est pas de discuter sur telle ou telle mesure. De quel modèle de société nous voulons? Est-ce que nous voulons toujours poursuivre dans une mondialisation sauvage qui ne fait que détruire des vies? Ou alors, nous voulons conserver le programme du CNR avec un État qui protège les plus faibles, d'accord, mais qui amène toute la nation dans un projet commun, en rassemblant les riches avec les pauvres, les actifs avec les inactifs, le secteur public avec le secteur privé. Aujourd'hui, la seule politique qu'a su faire et mettre en place Emmanuel Macron, c'est la politique de la division, la politique de l'individualisme. Chacun pour soi et que le meilleur gagne. George Kuzmanovic, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'une partie des Français souffrent, qu'ils réclament plus de justice sociale, justice fiscale. Qu'est-ce qui a fait que ça a dégénéré sous le mandat d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est sa personne à lui, sa personnalité, qui a fait que c'était la goutte qui a fait déborder le vase? En fait, ça a dégénéré avant.
Et il faut quand même rappeler le mouvement de novembre-décembre 1995, parce que c'était un peu les mêmes idées que voulait mettre en place le Premier ministre d'alors, M. Alain Juppé. Et puis ça a dégénéré avec la loi El Khomri, qui d'ailleurs avait été écrite par Macron, soit dit en passant, mais c'était un gouvernement dit de gauche, dit socialiste, avec François Hollande comme président. Et on voit bien qu'il y a des tensions, enfin, on voit qu'il y a un continuum de tensions, il y a des pics. Il y a eu un moment qui était important, je pense, dans la démocratie et dans notre histoire récente, c'était le référendum non, en 2005, sur le traité constitutionnel européen. Et le problème, c'est qu'on a des élites qui continuent à mettre en place un agenda qui n'est pas un agenda de l'intérêt de la France, ni des Français, ni des gens qui y habitent, mais qui est la continuation de l'agenda de Bruxelles et des élites européennes. D'ailleurs, et M. Macron l'a très bien dit, ce qu'il veut faire, il l'a dit dès qu'il a été nommé président, dès qu'il a été élu, président, il a dit, il veut avancer l'agenda de la souveraineté européenne. Donc c'est assez clair. Ça veut dire quoi? Qu'on est dominé par l'Europe et que ça se passera comme ça tant qu'on fera partie de l'Union européenne? Absolument pas. Rien n'est irrémédiable de nos jours. Et puis, il faut se rappeler la politique qu'a menée le général de Gaulle, la politique de la chaise vide. Bien souvent, les progressistes, entre guillemets, nous disent qu'est-ce que serait la France sans l'Europe? Mais moi, j'ai envie de leur répondre, qu'est-ce que serait l'Europe sans la France? Donc la France est une grande nation, la France est un grand pays, son peuple est un peuple courageux. Maintenant, ce qu'il nous faut à la tête de notre nation, c'est un chef d'État volontaire, honnête et qui est prêt enfin à prendre sa mission à cœur et la mener jusqu'au bout dans l'intérêt des Français et non pas que d'une petite partie qui capte toutes les richesses, comme vous le disiez. Georgi Kuzmanovic, vous pensez qu'il faudrait suivre l'exemple britannique, sortir de l'Union européenne? Non, mais ce qui est clair, c'est que l'ensemble des pays, l'ensemble des peuples d'Europe souffrent des mêmes problèmes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, quelle que soit la manière dont il soit tourné, que ce soit en France en 2005, en Grèce en 2015, que ce soit le Brexit, 2 fois Hollande en Irlande, à chaque fois c'est voté contre par le peuple, contre cette Union européenne-là, pas contre l'Europe, pas contre l'idée de partenariat avec les voisins, bien évidemment, mais contre cette Europe qui est une Europe de l'oligarchie. Donc bien évidemment qu'il faut le changer. Alors après, je crois qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais le format Brexit brutal en utilisant l'article 50, on voit bien que ça ne marche pas aussi simplement en Grande-Bretagne, alors qu'elle avait son indépendance monétaire, ce qui n'est pas le cas de la France. Mais il faut inventer des moyens de sortie intelligente de cette Europe-là. Oui. Ce sera le mot de la fin, Georgi Kuzmanovic. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de République Souveraine. Merci à vous également, Martial Ciola. Vous êtes, vous, président du mouvement Notre France. Merci d'avoir débattu en notre compagnie sur RT France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'information.